Bienvenue tout le monde. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour nos présentations des Spring University, les liens solides qui favorisent le travail d'équipe. Alors, notre thème cette année, cette saison, c'est le thème du travail d'équipe. Et d'ailleurs, avec nous, je vais vous présenter Suzanne Dessy et Nicolas Rochon, qui, eux, avec un super travail d'équipe, vont pouvoir répondre à vos questions et vous faire penser et travailler. Maître Suzanne Dessy, notaire, a une solide expérience en planification fiscale et successorale ainsi que du domaine de l'assurance. Après avoir obtenu le bac en droit et un diplôme de droit notarial de l'Université de Sherbrooke, Maître Dessy a perfectionné ses aptitudes auprès du cabinet juridique d'actuariat et de comptable, tout en suivant les cours de fiscalité de l'Institut canadien de comptables agréés. Maître Dessy est membre de l'Association Planification fiscale et financière, l'APFF, et l'Association canadienne d'études fiscales, l'ACEF, de conférences for the Advanced Life Underwriters, là on change de langue, le CLU, et la Société Trust and Estate Practitioners de STEP. Bienvenue, Suzanne. Nicolas Rochon est conseiller senior en développement de produits pour le secteur de l'épargne retraite individuelle chez IA. Il est fellow of l'Institut canadien des actuaires. Son travail consiste principalement à assurer la compétitivité et la profitabilité des produits d'épargne offerts, soit par l'amélioration ou l'ajout de nouvelles caractéristiques. La nature de son travail l'amène également à collaborer avec une base régulière avec les équipes de vente du groupe IA. Il est impliqué au comité de l'ACCAP sur les fonds distincts qui s'occupent de suivre tous les changements réglementaires touchant ces derniers. Précédemment, il a eu l'opportunité de travailler au développement des produits de l'assurance individuelle et à l'actuariat corporatif. Lorsqu'il n'est pas devant son écran d'ordinateur, il passe du temps à participer et pratiquer la course à pied, le golf et le hockey. Bienvenue, Nicolas. Merci. Alors, pour commencer, c'est à vous, Nicolas, on va vous écouter nous parler ce matin. Parfait. Je ne sais pas, est-ce que j'ai accès à changer les acétates? Vous devriez, oui. Là, pour le moment, ça ne semble pas être le cas. Stacy? Est-ce que vous êtes capable de partager votre écran? Oh, Voilà. ça vient d'apparaître. Parfait. Bonjour tout le monde. Alors, ce matin, on m'a demandé de vous parler du crédit rentier successeur dans le cadre des fonds distincts. Alors, ce qu'on va faire ce matin, c'est revoir rapidement les parties qui sont prenantes au niveau des contrats de fonds distincts et ensuite de regarder quelques exemples d'application du crédit rentier successeur à l'intérieur de ces contrats-là. Alors, on va passer à la prochaine acétate. En fait, comme je vous ai dit, on va regarder rapidement les différentes parties qui sont prenantes au niveau des contrats de fonds distincts. Alors, on a un contractant. C'est la personne qui détient les droits au niveau du contrat et à qui la fiscalité du contrat va s'appliquer. On peut avoir un contractant subrogé, un contractant successeur. Alors, c'est la partie qui va devenir contractant du contrat au décès du contractant original ou du co-contractant. On a également le crédit rentier. C'est la partie ou la personne sur laquelle les garanties au décès et à maturité du contrat vont être établies. Alors, ça va être selon l'âge de cette personne-là que les garanties vont être établies au contrat. En cas du décès du crédit rentier, le contrat prend fin. S'il n'y a pas un crédit rentier successeur qui est nommé ou désigné au niveau du contrat, puis la prestation de décès est payable.
Si on nomme un crédit rentier successeur, au décès du crédit rentier, c'est la partie qui devient le nouveau crédit rentier et selon laquelle les nouvelles garanties au décès et à maturité vont être établies. Puis dans le cas où il y a un crédit rentier qui est successeur qui est désigné, bien, le contrat va se poursuivre jusqu'à son décès à lui. Le bénéficiaire, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la partie qui reçoit la prestation de décès au moment du dernier décès du crédit rentier survivant. Alors, on va regarder un exemple, un concept de vente qu'on peut retrouver dans les contrats non enregistrés avec l'utilisation d'un crédit rentier successeur. Alors, on a un couple ici, Marie et Jean. Marie détient 400 000 de fonds non enregistrés à investir. Son objectif à elle, c'est de pouvoir léguer cette somme-là à son décès à son mari Jean. Puis, au décès de son conjoint, de pouvoir léguer ces sommes-là à Marc. Puis, un des objectifs, c'est de pouvoir léguer les actifs à son conjoint avec un transfert rapide, puis sans passer par la succession. Alors, on va regarder une structure de contrat qui peut nous permettre de réaliser les désirs de Marie. Alors, au niveau de ce contrat-là, Marie serait la contractante et crédit rentière. Jean est désigné ou nommé crédit rentier successeur et Marc le bénéficiaire, c'est-à-dire leur enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe au décès de Marie dans cette situation-là? Elle est crédit rentière. On retrouve un crédit rentier successeur. Alors, à son décès, Jean va devenir le crédit rentier au niveau du contrat. Étant donné qu'il est le conjoint et que Marie est unique contractante du contrat, Jean va également devenir contractant du contrat. Alors, au décès de Marie, Jean va devenir contractant et crédit rentier successeur, et le crédit rentier. Puis, à son décès à lui, la prestation de décès va être payable et versée à Marc, qui est leur enfant. Alors, cette structure-là nous a permis, au décès de Marie, de pouvoir effectuer un transfert à Jean de toutes les sommes contenues au contrat sur une base d'imposition différée au décès de Marie, la crédit rentière. Puis, à la suite du décès de Jean, la prestation de décès sera payable à Marc, le bénéficiaire. Ça fait qu'ici, cette structure de contrat-là a permis de combler les besoins de Marie puis les désirs qu'elle avait exprimés au départ. Puis ce qui est important de voir dans cet exemple-là, c'est qu'il n'est pas nécessaire de désigner un contractant subrogé. Étant donné que Marie est l'unique contractante et crédit rentière, à ce moment-là, Jean devient le contractant et crédit rentier. Ça fait que c'est intéressant de voir ici que dans un contrat non enregistré, il est possible de faire un transfert des actifs avec une imposition différée. On va maintenant regarder quelques variantes de cet exemple-là. Puis c'est des questions qui, je vous dis, on a remis en place la désignation de crédit rentier successeur à la fin de l'année dernière. Puis plusieurs questions sont survenues suite à la mise en place de la désignation de crédit rentier successeur. Puis c'est des questions qui ont été soumises. La seule différence dans cet exemple-là, maintenant, Marie est toujours co-contractante avec Jean. Marie est désignée crédit rentière et Marc le bénéficiaire. Ce qui est important de noter dans cette situation-là, au décès de Marie, étant donné qu'il n'y a pas de crédit rentier successeur, alors la prestation de décès est payable, puis le contrat prend fin. Dans une telle situation, bien, Jean ne recevrait pas, le transfert des actifs ne se ferait pas vers Jean parce que le contrat se termine. Ça fait que ça ne répondrait pas aux souhaits de Marie qui ont été exprimés au départ. Ça fait qu'il faut faire bien attention là, ici à la désignation des individus à l'établissement du contrat. On va regarder un autre exemple maintenant, c'est que le crédit rentier n'est pas Marie au départ. La structure utilisée, c'est Marie qui est la contractante, Jean le crédit rentier et Marc le bénéficiaire.
Au décès de Marie, dans ce cas-ci, on se retrouve dans une situation où on a toujours un crédit rentier, un bénéficiaire, mais aucun contractant au niveau du contrat. Alors, au décès de Marie, c'est plutôt la succession de Marie qui prendrait le contrôle du contrat. Puis, du fait même, ça ne répondrait pas à ses désirs exprimés au point de départ. Ça ne laisse aucun droit à Jean en vertu de ce contrat-là, étant donné qu'il n'est pas le contractant suite au décès de Marie. Puis, au décès de Marie, bien, la prestation de décès n'est pas payable parce qu'on a toujours un crédit rentier au contrat et la succession qui est propriétaire de ce dernier. Comme je vous ai dit, ces situations-là, c'est des questions qui sont survenues suite à la mise en place du crédit rentier successeur à IA. Puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas toujours bien compris l'utilisation de chacune des désignations. Alors, juste pour faire un petit sommaire, en fait, le crédit rentier successeur, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Bien, ça nous permet d'établir à l'établissement du contrat qui va avoir le contrôle des actifs et à quel moment. Alors, selon les situations et les décès qui surviennent, bien, on prévoit le contrôle des actifs au niveau du contrat. Ça permet une protection des êtres chers, comme Marie le voulait. Une bonne désignation de crédit rentier successeur permet le transfert à son conjoint, puis à son décès, de faire un transfert à leur enfant. Comme on a vu tout à l'heure dans un contrat non enregistré, bien, ça permet de faire un transfert des actifs au conjoint sur une base d'imposition différée, tout en maintenant tous les investissements sélectionnés au niveau du contrat. Puis tout ça sans passer là, par la succession. En fait, ça fait le tour de ma présentation sur le crédit rentier successeur. On peut regarder la désignation de crédit rentier successeur dans un monde un peu plus large. Puis on pourrait se poser la question, est-ce que la désignation de crédit rentier successeur peut s'appliquer à des contrats enregistrés? En fait, à l'IA, on permet la désignation d'un crédit rentier successeur sur des contrats enregistrés. Toutefois, ce qui est important de retenir, c'est que dans le cas d'un REER et d'un CRI, cette désignation-là va devenir effective uniquement lorsque le contrat va devenir un FER. Tout simplement parce qu'au niveau des REER et des CRI, il y a des règles déjà en place qui prévoient le transfert au conjoint. Mais dans le cas d'un FER, ce qui peut être intéressant, c'est que la situation s'applique également, comme on l'a vu dans notre contrat non enregistré. On a un crédit rentier contractant au niveau du FER. Il y a des retraits de revenus minimum à son contrat. Puis, s'il y a un crédit rentier successeur qui est le conjoint, on peut faire un roulement au conjoint du FER. Les retraits minimums du FER se poursuivent, continuent de donner un revenu de retraite au conjoint. Puis, à son décès, à ce moment-là, les sommes restantes au niveau du FER vont être payées au bénéficiaire qui est l'enfant. Alors oui, c'est possible de le faire dans le cadre de contrats enregistrés. Dans les exemples qu'on a vus dans la présentation, est-ce qu'il serait pertinent de considérer une désignation de bénéficiaire irrévocable? En fait, c'est possible de le faire. Une situation particulière où ça pourrait être utilisé, c'est dans le cas où on se retrouve dans une famille reconstituée, où le propriétaire du contrat désire, oui, faire un transfert des actifs à son conjoint, mais puis, au décès de son conjoint, de faire le transfert à son enfant qui est issu d'un mariage précédent. À ce moment-là, effectivement, pour protéger cet enfant-là, on pourrait considérer une désignation de bénéficiaire irrévocable. Parce que lorsque le conjoint devient contractant et crédit rentier, c'est cette personne-là qui prend des décisions au niveau du contrat. Puis si c'est un bénéficiaire qui est révocable au contrat,
À ce moment-là, le nouveau contractant et crédit rentier pourrait décider de mettre un terme au contrat et de retirer toutes les sommes du contrat sans qu'éventuellement une prestation de décès soit payable à l'enfant. Alors, c'est une possibilité à considérer de désigner un bénéficiaire irrévocable. Il faut simplement retenir que dans le cas d'une désignation de bénéficiaire irrévocable, le contractant perd certains droits ou doit obtenir la signature du bénéficiaire irrévocable pour faire des retraits, par exemple, au contrat, ou même de changer la désignation de bénéficiaire. Ça fait que c'est des éléments qui est important de garder en tête. Puis, une autre question qui peut se poser, est-ce que c'est possible d'utiliser la désignation de crédit rentier successeur dans le cas d'un contrat détenu par une société? En fait, c'est possible de le faire. On pourrait, par exemple, désigner un premier actionnaire comme le crédit rentier original, puis de désigner un autre actionnaire, un deuxième actionnaire, qui deviendrait le crédit rentier au niveau du contrat corporatif suite au décès du premier actionnaire. Puis, également, il y a toujours la désignation de bénéficiaires au niveau de contrat corporatif. Alors, une des questions qui est importante de se poser dans ces situations-là, c'est qui est le bénéficiaire d'un contrat corporatif. Généralement, on voit que la corporation, la société est désignée comme bénéficiaire. Dans la majorité des cas, c'est ce qui va se faire. Mais est-ce qu'on pourrait considérer également désigner un individu qui est actionnaire ou non actionnaire de cette corporation-là? Alors, sur ce point-là, je pourrais demander à Suzanne d'intervenir ou de donner quelques indications à titre de la désignation de bénéficiaires dans les cas corporatifs. Merci, Nicolas. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation ce matin. Donc, peut-être quelques commentaires là, pour compléter là, la présentation de Nicolas. Peut-être Nicolas parlait tantôt là, de fonds distincts, tout ça. Encore une fois, peut-être commentaire rapide du côté de BMO Assurance. Certains d'entre vous la connaissez peut-être. On a quelqu'un sur la route là, qui travaille avec les conseillers qui s'appelle Caroline Young. Donc, si jamais vous avez des questions spécifiques par rapport aux produits ou tout ce qui est admin là, au niveau de BMO Assurance, vous pouvez communiquer avec Caroline ou communiquer avec moi. Je vous mettrai en contexte avec Caroline sans problème. L'autre commentaire par rapport à ce que Nicolas disait, et c'est un très bon point, là, on voit dans certains cas des situations où on a effectivement la compagnie qui est propriétaire du contrat et que ce soit dans un cas de fonds distincts, comme dans le cas auquel Nicolas référait, mais dans le cas d'une assurance vie également. Donc, qu'on regarde donc fonds distincts et assurance vie, si on a, et je vais employer le mot compagnie parce que Nicolas a raison, le véritable nom, c'est une société parce qu'on parle de société par action, mais parce que des fois, on a une société par action puis on peut avoir une société de personnes. Juste peut-être pour simplifier ce matin, je vais employer le terme compagnie, le vieux terme de compagnie, pour faire la distinction avec une société de personnes. Donc, si vous avez la compagnie qui est propriétaire du contrat, encore une fois que ce soit fonds distinct ou assurance, supposons que c'est moi. Donc, Suzanne Désir, je suis actionnaire unique d'une compagnie. La compagnie est propriétaire du contrat, fonds distinct ou assurance vie. Et je nomme, par exemple, mon conjoint comme bénéficiaire. C'est un petit peu la situation auquel Nicolas référait. Donc, dans un cas comme ça, dans le cas d'une assurance vie, on a eu des interprétations techniques à l'effet qu'encore une fois, de façon générale, à l'effet qu'à ce moment-là, le montant des primes est ce qu'on appelle un avantage imposable. Donc, ça signifie qu'à chaque année, si par exemple, je ne sais pas moi, la compagnie paie 1 000 $ de primes annuelles, bien, le 1 000 $ dans mon exemple devient un avantage imposable donc un revenu imposable sur lequel, dans mon exemple, je devrais m'imposer.
Dans le cas des fonds distincts, c'est un peu le même principe. Il y a un avantage imposable potentiel également. Le montant à ce moment-là de l'avantage, il y a un peu une zone grise, là. Il y a différentes possibilités, différentes façons. Mais je vous dirais que de façon générale, c'est un concept à éviter. Donc, et c'est quelque chose, entre autres en assurance vie, que vous allez rencontrer parce que si vous vous rappelez, jusqu'en 2016, on pouvait faire des transferts de propriété d'une police assurance vie d'un individu, d'un particulier à la compagnie. Et parce qu'il y avait un peu une zone grise ou un trou dans la loi, là, si vous me permettez l'expression, il y avait même un avantage fiscal à faire de tels transferts. Sauf que moi, je rencontre, je ne dirais pas souvent, mais quand même assez régulièrement, ce genre de transfert-là qui a été fait. Donc, on a pris une police qui était à l'époque détenue personnellement, on l'a transférée à la compagnie. Donc, on a fait un transfert de propriété à la compagnie. Mais dans certains cas, on a oublié de modifier la désignation de bénéficiaire. Donc, on se ramasse aujourd'hui avec une situation où on a, par exemple, la compagnie qui est le payeur de primes et le propriétaire, mais c'est encore, par exemple, madame conjointe de l'actionnaire qui est bénéficiaire. Et dans ce cas-là, on tombe dans la situation que je décrivais tantôt où le montant des primes devient un avantage imposable. Et la façon simple de faire ça, c'était tout simplement de faire une modification de bénéficiaire en faveur de la compagnie. Et dans ce cas-là, vous le savez, advenant un décès, la compagnie va recevoir la prestation de décès à titre de bénéficiaire. Il va avoir le CDC de créer, le compte de dividende en capital, qui est égal à la prestation de décès moins le coût de base rajusté de la police à ce moment-là. Et ce montant-là va pouvoir être versé là, à la succession et aux nouveaux actionnaires là, libres d'impôts. Donc, encore une fois, le commentaire de Nicolas est très pertinent. Là. Le fait, de façon générale, puis encore une fois, de façon très générale, mais je vous dirais, dans un contexte corporatif, du point de vue légal, moi, il y a toujours en fait quatre parties à l'intérieur du contrat. Donc, il y a le payeur de primes, le bénéficiaire, la vie assurée et attendez un petit peu, le propriétaire, payeur de primes, bénéficiaire et vie assurée. Bon, vie assurée, c'est simple, mais par rapport aux trois autres parties, donc le payeur de primes, le propriétaire et le bénéficiaire, si dans un contexte corporatif, ce n'est pas la même entité qui est les trois, il faut peut-être se poser des questions à l'effet de est-ce que c'est la meilleure structure, puis est-ce qu'il y a un avantage imposable potentiel. Dans certains cas, ça peut être, par exemple, une compagnie opérante qui est propriétaire et une autre qui est bénéficiaire ou une compagnie de gestion. Donc, encore une fois, si vous voyez ce genre de situation-là, encore une fois, que ce soit en fonds distincts et ou assurance vie, mais il faut se poser des questions là, à ce niveau-là. Suzanne, parlons un peu de zone grise. Grave, avec responsabilité partagée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que c'est toujours les mêmes zones grises qui existent aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? Oui, merci Henriette. Oui, tout ce qui est maladie grave, c'est la réponse préférée des fiscalistes de ça dépend, n'est-ce pas? Ça n'a pas changé. La maladie grave, effectivement, on en parle depuis plusieurs années déjà. Je vous dirais qu'au Québec, on était plus, je dirais, proactif par rapport à ça. Ça se parle également dans les autres provinces canadiennes, là, absolument. Mais je pense que au Québec, par rapport à ça, on était un petit peu plus proactif, comme je disais tantôt. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est possible de mettre en place un contrat de maladie grave en prime partagée. Contrairement dans le reste du Canada, à cause du Code civil et à cause de certaines règles, peut-être que certains d'entre vous, sinon tous, vous avez entendu parler le principe légal qui dit que l'accessoire suit le principal. C'est très légal. Mais il y a encore une zone grise. De façon short answer, Henriette, il y a encore une zone grise ou il y a encore des zones grises.
Donc, on n'a toujours pas de certitude, que ce soit bon ou moins bon, mais on n'a toujours pas de certitude par rapport à la maladie grave. La seule peut-être nouveauté, je vous dirais, qui est intéressante, si tu me permets, c'est on a eu une interprétation du Québec, donc pas du fédéral, mais du Québec, en fait, qui date déjà de... Moi, en fiscalité, on est souvent en retard. On est déjà en 2021. Donc, ça date déjà de 2 ans et ça a été publié officiellement seulement l'an passé. Et encore une fois, ça vient du Québec. Et quand on regarde la décision, c'est relativement positif. Donc, c'est comme si la maladie grave était acceptée de façon très générale. Ceci étant dit, je vais mettre des bémols parce qu'encore une fois, c'est le Québec. Le fédéral n'a pas fait de commentaires par rapport à ça. Et il faut faire attention au niveau des interprétations parce que souvent, c'est une situation particulière. Donc, est-ce qu'on peut appliquer ça à l'ensemble de la maladie grave en général? Pas certaine. Mais je dirais que c'est un bon pas dans la bonne direction. Mais est-ce qu'on a une certitude? Certitude, c'est un bien grand mot, mais il y a des gens qui vont vous dire, qui sont peut-être plus, encore une fois, proactifs, qui pourraient peut-être vous dire, bien, basé là-dessus, on a des arguments, puis on pourrait défendre notre point en cours ou tout ça. Donc, encore une fois, on a avancé un peu, mais est-ce que c'est sûr à 100%? À ce stade-ci, je ne suis pas convaincue encore. On a reçu une question. Un fermier qui est propriétaire de plusieurs terres, lui aimerait léguer à ses enfants, mais il y en a juste un de ses enfants qui va labourer cette terre-là ou la travailler. Est-ce qu'il y a de quoi pour nous, en tant que conseillers, qu'on doit être au courant? Puis est-ce que c'est la même chose si on donne une compagnie, donc quelqu'un ne travaillerait pas dedans? Ouais. Nicolas, je ne sais pas, est-ce que tu veux que je commence, Nicolas, puis tu pourras compléter au besoin? Est-ce que ça te convient? Oui, oui, aucun problème. Parfait. Écoute, c'est une très bonne question, Henriette. Écoute, il y a beaucoup d'éléments qui me viennent en tête. Peut-être dès le départ, je dirais que, parce que ta question avait 2 volets. Il y avait l'aspect fermier, donc tout ce qui est agriculture, puis il y avait le deuxième volet qui était au niveau des compagnies de façon générale. Je pense que ce qui est important, parce qu'encore une fois, c'est un sujet très vaste, mais je vous dirais que dès le début, il faut faire une grande distinction entre les deux. Donc, puis la raison, c'est simplement qu'au niveau tout ce qui est agricole, il y a vraiment des règles fiscales très spécifiques au domaine de l'agriculture. Donc, dès le départ, si parmi les conseillers, certains approchent des clients en agriculture par rapport à des gens en affaires dans un autre domaine, encore une fois, l'approche à la base va être un peu différente parce qu'on a des règles spécifiques à l'agriculture. Exemple de règles spécifiques à l'agriculture, il y a au niveau de la déduction pour gain en capital, encore une fois, si on se qualifie là, à ce qu'on appelle l'agriculture, donc il y a une exemption de base d'1 million au niveau agricole. Il y a également, au niveau de nos entrepreneurs, on sait, il y a aussi une exemption de base, mais qui est de près de 900 000 présentement indexée à chaque année. Donc, l'exemption au niveau agriculture est un petit peu plus élevée. Puis évidemment, les critères pour se qualifier sont complètement différents. L'autre différence importante au niveau agricole, c'est qu'encore une fois, à certaines conditions, il y a possibilité d'avoir des transferts dans certains cas du vivant et au décès. Donc, d'avoir des transferts d'actifs en génération et non pas uniquement en conjoint. Donc, en génération, par exemple, d'un père à sa fille, sans impôt. Encore une fois, il faut que les conditions soient rencontrées, mais c'est une différence importante. Donc, ça, c'est le premier commentaire que je ferai par rapport, encore une fois, à ta question à 2 volets. L'autre commentaire, peut-être, que je ferai, c'est par rapport, tu questionnais, est-ce que par rapport à notre travail, par rapport aux conseillers, est-ce qu'il y a des opportunités ou quelque chose d'intéressant? La réponse courte à ça, c'est oui, absolument.
Puis, l'exemple, c'est exactement ce que tu donnais et c'est ce qu'on voit souvent en pratique. Donc, pensons à, je ne sais pas, disons, je vais prendre mon exemple. Donc, je suis une agricultrice. Mon Dieu, c'est pas facile à dire. Donc, et supposons que je rencontre vraiment là, les critères, donc impliquer activement et tout ça au niveau agriculture. Puis peut-être je ferai un commentaire au niveau agricole, parce que c'est quelque chose d'important pour les conseillers. Encore une fois, vous n'avez pas, les conseillers n'ont pas à être les experts de ce qui est agricole ou non. Ce qui peut être intéressant, par exemple, pour les conseillers, c'est que lorsqu'ils parlent avec des clients, pour déterminer si oui ou non on se qualifie au niveau agricole, il y a ce que moi j'appelle une date magique. C'est dans mon jargon, il n'y a rien de scientifique dans ça. Donc, la date magique, c'est juin de mémoire 1987. Et là, je vais de mémoire, je n'avais pas planifié parler agriculture ce matin, mais cette date magique-là, c'est que, encore une fois, s'il y a eu, par exemple, des transferts en génération, si cette terre-là était détenue en juin 87, de façon très générale, les critères pour se qualifier au niveau agricole sont un petit peu plus faciles que par la suite. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus et je reviens au niveau des opportunités. Donc, si par exemple, moi, je suis dans le domaine agricole, j'ai 3 enfants, j'ai un de mes enfants, je ne sais pas moi, j'ai ma fille qui travaille de façon régulière avec moi, c'est son travail. Elle est vraiment impliquée au niveau de la ferme, par exemple, ferme laitière ou autre. Puis j'ai 2 autres enfants, 2 fils, qui, eux, sont complètement dans un autre domaine, par exemple. Pas impliqués et moins intéressés, sinon pas du tout. Mais souvent, au niveau fiscal, on peut, en prenant justement avantage des règles spécifiques au niveau agriculture, on peut peut-être faire certains transferts de la ferme à ma fille, qui, elle, est vraiment active, sans impôt ou en minimisant l'impact fiscal. Et là, il y a une planification à faire, encore une fois, du vivant au décès. Mais là, souvent, les agriculteurs vont nous dire, ben moi, je veux bien transférer ma ferme, par exemple, à mon enfant qui est impliqué, mais de façon générale, advenant mon décès, ben, je veux laisser un héritage en part égale. Et là, je pense qu'on va être d'accord, souvent, la ferme, c'est l'actif principal de nos clients. Donc, lorsqu'on veut faire en sorte qu'on va avoir un héritage équivalent, ben si on laisse la ferme, on transfère la ferme, par exemple, dans mon exemple, à ma fille, ben pour mes 2 garçons, j'ai peut-être un petit peu de placement, un peu de REER, mais souvent pas suffisamment pour équilibrer. Et c'est là que l'avantage, l'assurance vie peut jouer un rôle important parce que justement, grâce à l'assurance vie, on pourrait, par exemple, laisser la ferme, dans mon exemple, à la fille et les parents, par exemple, dans mon exemple, pourraient souscrire un produit d'assurance ou justement, dans mon exemple, mes 2 fils pourraient être bénéficiaires et de faire en sorte qu'en termes de valeur de l'héritage, ça serait équivalent pour les 3 enfants. Et ce qui est le fun dans un contexte comme ça, c'est que si on peut prendre avantage des règles spécifiques d'agriculture et transférer la ferme en minimisant l'impact fiscal à ma fille, bien, encore une fois, grâce à l'assurance vie, on équilibre l'héritage pour mes 2 enfants, mes 2 fils dans mon exemple, mais encore une fois, sans impact fiscal parce qu'on le sait, l'assurance vie peut être faite de bénéficiaires sans impact fiscal. Donc, dans un contexte comme celui-là, si vous me permettez l'expression, c'est un win-win. Autant un win-win-win, même je dirais, parce que tout le monde gagne, les parents, les enfants au niveau de l'héritage. Puis c'est une belle solution là, que les conseillers peuvent apporter. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, Henriette. J'ai fait un long commentaire, mais c'est un sujet tellement vaste. C'est très bien. D'ailleurs, ces temps-ci, on voit souvent des conseillers qui viennent nous approcher avec leurs clients qui ont des fiducies. Là, la 21e année, qu'est-ce qu'ils ont comme option
c'est quoi les autres solutions on peut les apporter? Souvent, les fiducies sont structurées quand les bénéficiaires sont très jeunes, puis la fiducie, elle va exister bien après le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, moi, j'ai une question. C'est quoi une fiducie de conjoint? Okay. Encore une fois, question très pertinente. Je ne sais pas, est-ce que par rapport au fonds distinct ou aux choses, tu as des commentaires, Nicolas, ou tu veux-tu que je commence? Puis encore une fois, tu m'interromps n'importe quel moment à ta convenance? Oui, tu peux y aller, Suzanne. C'est vraiment ta spécialité et non la mienne, là. Il n'y a aucun problème. OK, parfait. Donc, mon Dieu, Henriette, tu lances un grand défi parce que beaucoup de choses. OK, je vais commencer par. En fait, je vais commencer par ne pas répondre à une de tes questions. Donc, la question qui est dans la dernière, c'est quoi une fiducie de conjoint? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça. Et je m'explique. Quand on parle de fiducie, on le sait, les fiducies, on les voit dans plusieurs situations, autant au niveau personnel, corporatif. C'est un excellent outil au niveau planification fiscale. Et la raison que je n'ai pas de réponse, c'est que souvent, moi, les conseillers vont m'approcher et vont me dire, par exemple, Suzanne, mon client a besoin d'assurance. Il me demande, il me dit qu'il y a une fiducie familiale ou une fiducie de conjoint. Puis, est-ce que l'assurance vie pourrait être, par exemple, propriétaire de la fiducie? Ma réponse, aucune idée. Et la raison de ça, c'est que une fiducie familiale, ça représente tout et rien à la fois. Donc, une fiducie familiale, dans notre jargon à nous, on l'utilise fréquemment, mais du point de vue fiscal, du point de vue légal, ça ne représente pas une situation aussi spécifique. Donc, pour être capable de répondre, c'est la réponse plate, entre guillemets, de fiscaliste, de ça dépend. Et là, il faut vraiment avoir un petit peu plus d'informations. Donc, souvent, moi, je vais demander aux gens, bien, idéalement, j'aurais besoin, par exemple, de l'organigramme, l'organigramme corporatif, puis encore mieux, l'acte de fiducie, le contrat. Et c'est là qu'on va pouvoir voir vraiment personnaliser si la fiducie peut, par exemple, détenir un produit d'assurance. Donc, ça, c'est par rapport, le commentaire par rapport à la fiducie de conjoint. Avant d'aller aux 21 ans, qui est important, qui est pertinent, est-ce que ça répond pour cette partie-là, Henriette? Ça va? Je te vois faire ça, je pense. Oui, merci. C'est bon? OK, parfait. Donc, Nicolas, est-ce que tu avais des choses par rapport au fonds distinct ou je vais directement aux 21 ans? Non, on peut passer aux 21 ans. Parfait. Donc, 21 ans, encore une fois, la question est très pertinente, Henriette, parce que les fiducies, ça existe depuis longtemps, mais on a commencé vraiment à en parler plus. Ça se parlait plus, je dirais, dans les provinces de Common Law. Ça se parle beaucoup plus au Québec depuis le changement au ce qu'on appelait le nouveau Code civil. Donc, quand le Code civil a changé en 1994, ils ont vraiment modifié assez profondément là, tout ce qui était section sur les fiducies. Et c'est là qu'on vraiment, comme planificateur, comme fiscaliste, puis comme juriste, comme notaire, on a découvert les fiducies. Et c'est vraiment là qu'on a commencé à les utiliser beaucoup en planification. Donc, tout ça pour dire que suite à ces changements-là, alors l'utilisation dans les planifications, tu as raison, Henriette, le fameux 21 ans, là, approche, puis dans certains cas, on commence à le voir au niveau des fiducies. Donc, peut-être rapidement, juste rappeler, c'est quoi le 21 ans? La fameuse règle de 21 ans, c'est une règle fiscale. Donc, c'est quelque chose de fictif qui fait en sorte qu'au niveau fiscal, si on a une fiducie, et ce n'est pas tous les types de fiducies qui sont sujets à cette règle-là, mais plusieurs fiducies. Donc, les fiducies qui sont assujetties à cette règle-là, ça fait en sorte qu'à chaque 21 ans, la fiducie, simplement du point de vue fiscal, elle est réputée avoir ou vendre tous ses biens à la valeur marchande. Donc, c'est comme si, mais dans les faits, si la fiducie détient, je ne sais pas moi, des placements, des immeubles locatifs,
en pratique, il ne va rien se passer, là. La fiducie, elle n'a pas à vendre les placements, elle n'a pas à vendre l'immeuble locatif. Mais du point de vue fiscal, c'est comme si elle vendait ces actifs-là pour un prix égal à la valeur marchande. Donc, si par exemple, entre autres, il y avait par exemple un immeuble locatif qui avait été acheté par la fiducie pour un prix de, je ne sais pas, 100 000 ça en vaut aujourd'hui 600 000 la fiducie va continuer à être propriétaire légalement, va continuer à exister. Mais du point de vue fiscal, c'est comme dans mon exemple, si elle vendait l'immeuble pour un prix de 600 000, elle avait payé 100 000 donc gain capital de 500 000 dans mon exemple, peut-être récupération d'amortissement également, sur laquelle la fiducie va avoir de l'impôt à payer. Donc ça, c'est le principe de base. Maintenant, pour répondre à ce que tu mentionnais, Henriette, comment éviter ça ou quoi faire dans une situation comme ça? Bien, il y a différents scénarios. Un, simpliste, ne rien faire et payer de l'impôt, tout simplement. Donc, certains diront que ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais dans certains cas, c'est peut-être la solution. Et je vais revenir tantôt pourquoi. Donc, de un, ça peut être encore une fois de tout simplement payer de l'impôt. Et là, je simplifie évidemment là, parce que tout ça est plus complexe que ça. La deuxième option qu'on entend souvent parler, c'est choisir volontairement et légalement de mettre fin à la fiducie et donc de prendre les actifs détenus par la fiducie et les transférer aux bénéficiaires du capital, tout simplement. Et à ce moment-là, encore une fois, si toutes les conditions sont rencontrées, ce transfert-là d'actifs de la fiducie aux bénéficiaires peut se faire sur une base non imposable. Donc, c'est possible, encore une fois, si toutes les conditions sont rencontrées. Légalement, on met fin à la fiducie n'existe plus et on transfère les actifs aux bénéficiaires du capital. L'autre élément possible également, c'est que la fiducie continue à exister. Mais là, ce qu'on fait, c'est que plutôt que de mettre fin légalement à la fiducie, de remettre, transférer les biens, et là, la nuance, elle est très importante. Donc, la fiducie continue d'exister, mais ce qu'on fait, c'est que souvent dans un cas de fiducie discrétionnaire, par exemple, donc on va remettre non pas les actifs, mais un droit à chacun des bénéficiaires, encore une fois du capital. Donc là, les deux situations sont différentes. Il y a des avantages, mais le deuxième, je vous dirais que c'est très, très complexe et c'est beaucoup plus technique, puis on le voit mieux, on le voit un petit peu moins là, en pratique. Mais la raison de faire ça, de remettre le droit du bénéficiaire plutôt que directement l'actif, c'est un petit peu dans la situation auquel tu référais, Henriette. Parce que souvent, effectivement, on veut éviter le 21 ans. Et donc là, le premier réflexe, souvent, c'est de dire, bien, parfait, légalement, on va mettre fin à la fiducie, on va transférer les actifs aux bénéficiaires. Mais dans certains cas, les bénéficiaires, ils peuvent être mineurs parce que peut-être qu'au moment où on a créé la fiducie, les bénéficiaires, par exemple, c'est des enfants à naître. C'est légal, c'est possible. Donc, peut-être que nos bénéficiaires aujourd'hui qui devraient recevoir le capital ont peut-être juste 15 ans. On ne veut peut-être pas faire une chose comme ça. Ou peut-être que nos bénéficiaires ont 21 ans ou 22 ans, mais qu'on ne veut quand même pas leur remettre dans les mains des placements, des immeubles qui valent, par exemple, plusieurs millions. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut considérer aussi. Et je termine avec la dernière solution, qui est la dernière, mais non la moindre. Encore une fois, l'assurance vie peut être quelque chose à considérer. Donc, comment? C'est en faisant un petit peu de planification à l'avance. Donc, si nos conseillers, par exemple, connaissent certains de leurs clients qui ont mis des fiducies en place, notamment des fiducies avec des placements à l'intérieur, ces fiducies-là vont être sujettes aux 21 ans. Puis disons que, je ne sais pas, moi, ça fait, par exemple, 16 ans que la fiducie est en place. Moi, je connais mon client, c'est Nicolas. Nicolas, tu vas être mon client pendant quelques secondes. Donc, Nicolas est mon client. Nicolas a mis en place une fiducie, ça fait 15-16 ans de ça.
Et là, moi, je sais ça. En fait, je me dis, ben, cette fiducie-là, dans 5 ans, va être sujet aux 21 ans. De quelle façon l'assurance peut jouer un rôle? C'est que l'assurance, contrairement aux autres actifs, une assurance qui est détenue par une fiducie n'est pas assujettie aux 21 ans. Donc, même si j'ai, par exemple, je prends l'exemple BMO, on a, par exemple, présentement une vie entière, on peut accumuler des valeurs de rachat fort intéressantes dans le produit. Donc, même si, par exemple, le client souscrit aujourd'hui à un produit d'assurance vie entière BMO, dans 5 ans, le 21 ans arrive, bien, même si des valeurs de rachat accumulées à l'intérieur de mon contrat, ce contrat-là d'assurance vie entière n'est pas assujetti aux 21 ans. Donc, ça peut être avantageux dans certains cas en planifiant d'avance, de dire, bon, ben moi, j'ai des placements à l'intérieur de la fiducie. Il y a certains placements qui vont venir à échéance peut-être dans 6 mois, 1 an. Bien, plutôt que de réinvestir dans d'autres placements qui, eux, vont être sujets aux 21 ans, bien, je pourrais peut-être, dans le fond, rééquilibrer le portefeuille de mon client à l'intérieur de la fiducie et utiliser une certaine portion des investissements que je vais transférer dans un contrat d'assurance qui, lui, ne sera pas assujetti aux 21 ans. Donc, encore une fois, l'assurance par rapport aux 21 ans, en planifiant d'avance, ça peut aussi être une solution. Bon, je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, on a une dernière question qui provient du groupe, si je peux me permettre de la poser. Alors, si un actionnaire n'a pas transféré son contrat d'assurance avant 2016 et que la compagnie existe avant cette date et que le contrat a été transféré en vigueur avant 2016, peut-on faire valoir les mêmes avantages fiscaux avant 2016? OK. Là, je ne suis pas certaine. Donc, je comprends juste pour être sûr que je comprends. Parce que là, il y a un jeu de date en fait. En fait, je peux peut-être. Je vais faire des commentaires, puis tu me diras si ça répond ou non à ça. Donc, de façon générale, là, effectivement, on réfère ici aux changements qui ont été faits là, en 2016. Donc, de façon générale, ce qu'on va regarder, si par exemple, pour simplifier, moi aujourd'hui, je suis propriétaire d'un contrat personnellement, ma compagnie existe déjà et la compagnie, supposons, enfin, je vais prendre un exemple, c'est peut-être la situation auquel on réfère Henriette d'ailleurs. Donc, supposons que en 2012, j'ai souscrit un produit d'assurance personnelle en 2012. Et en 2012, j'ai créé ma compagnie. Donc, mais tout simplement. Donc, depuis 2012, je suis propriétaire d'un contrat personnellement. Depuis 2012, j'ai créé ma compagnie. J'arrive aujourd'hui, la situation n'a pas changé. Donc, je suis encore propriétaire personnellement de mon contrat. Et j'ai encore ma compagnie, je suis encore actionnaire de ma compagnie. Et là, par exemple, je regarde les règles, puis je me dis, zut, j'aurais pu profiter des anciennes règles plus avantageuses à l'époque, avant 2016. Malheureusement, je n'ai pas fait le transfert. Est-ce que parce que j'étais propriétaire avant 2016, donc depuis 2012, déjà d'un contrat et d'une compagnie, est-ce que je peux faire le transfert de propriété aujourd'hui et continuer à profiter des anciennes règles? La réponse simple, c'est non. Malheureusement, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde vraiment la date du transfert dans un cas comme celui-là. Donc, si je transfère aujourd'hui le contrat de moi, Suzanne Daisy, à la compagnie, mais c'est les nouvelles règles actuelles qui vont s'appliquer. Donc, je ne sais pas, Henriette, si ça répond à la question. Je pense que oui. Je vais laisser une note aussi aux participants s'ils veulent. Oui, il m'a écrit que oui. Ah, c'est parfait. OK, excellent. C'est bon. Vive la technologie. Est-ce que vous avez d'autres questions qu'on peut poser ou d'autres commentaires, Nicolas ou Suzanne?
Je t'entends plus, Suzanne. Oups. Suzanne? Nicolas? Oui, je suis là, mais je n'avais pas d'autres commentaires là, à ajouter, non? Super. Et pour ceux qui participent à cette réunion, est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires? On pourrait les poser maintenant avant de terminer la session. Non, je pense aussi qu'on a perdu Suzanne. Alors, avant de faire la réunion, je vous remercie énormément. On va partager les informations contacts de Suzanne et de Nicolas et vous pouvez toujours nous rejoindre ou moi ou un membre de votre équipe directement et on pourrait partager des questions avec eux si vous en avez d'autres. On vous remercie énormément d'avoir participé aujourd'hui. Passez une excellente journée. Merci, au revoir. Au revoir.